c'est moi, premier live de la chaîne. Donc, comme je le disais, c'est donc un stream lecture cette fois-ci. Et nous allons donc lire l'Odyssée d'Homère, comme c'est écrit en haut de la vidéo. L'Odyssée d'Homère, alors attention, ce n'est pas l'édition complète, c'est une version abrégée qui a été éditée par l'École des loisirs. Et donc, je vous montre le livre. Il ressemble à ceci. Et c'est un livre qu'on lit avec mes sixièmes, donc je pensais que ça pourrait être bien de le lire ensemble. C'est parti. Je passe l'introduction parce que on s'en fiche un peu. Et donc, quand on démarre le livre, en fait, on a une espèce de petit résumé des épisodes précédents. Et nous commençons par l'épisode de Calypso. Tous les héros de la grande guerre de Troie, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, réchappant du combat et de la mer, tous étaient rentrés chez eux. Mais lui, le divin Ulysse, loin de son pays et de sa femme, il était prisonnier de la nymphe Calypso qui brûlait d'en faire son époux. Dans son royaume, en Ithaque, personne ne croyait plus au retour du héros. Depuis 20 ans qu'il était parti sur son navire arqué pour la maudite Troie, les jeunes seigneurs du pays s'étaient installés dans son palais. Ils passaient leur temps à banqueter, à dévorer les biens d'Ulysse. Pire, ces misérables assaillaient Pénélope, la suppliant de choisir l'un d'eux, de l'épouser, d'en faire le nouveau roi d'Ithaque. Mais la reine refusait. Elle espérait toujours que son Ulysse généreux reviendrait. Pour tromper les prétendants, elle inventa la ruse de la toile. « Mes jeunes prétendants, leur dit-elle, je sais bien qu'Ulysse est mort, mais laissez-moi finir mon ouvrage. C'est un linceul pour le noble Laërte, le prince d'Ulysse, le père d'Ulysse. Quelle honte pour moi s'il était porté nu en terre quand la mort l'aura fauché. » Les prétendants cédèrent. La reine passait ses jours à tisser l'immense toile, mais la nuit, à la lumière des torches, elle venait la défaire. Hélas, une servante trahit son secret. La reine allait bientôt ne plus pouvoir refuser les noces. Cependant son fils, Télémaque, avait grandi. Comme il voulait régner en maître chez lui, il s'en prit violemment aux prétendants et leur ordonna de quitter le palais. Mais que pouvait-il, seul contre eux si nombreux? Le jeune prince décida donc de partir vers d'autres cités à la recherche d'hommes qui sauraient quelque chose de son père. Ce fut l'époque où les dieux décidèrent qu'Ulysse rentrerait dans sa demeure en Ithaque, car tous le prenaient en pitié, sauf Poséidon, le maître de la terre, qui ne lui pardonnait pas d'avoir aveuglé son fils, le Cyclope. On commence l'histoire. Mais un jour que Poséidon était allé au bout du monde, les autres dieux se réunirent dans le palais de Zeus, le Tout-Puissant qui tonne dans le ciel. Athéna leur contait les malheurs d'Ulysse. Elle ne l'oubliait pas, inquiète qu'il fût retenu chez la nymphe Calypso. « Père Zeus, et vous, Dieu bienheureux, il faut que les rois ne soient plus jamais ni doux, ni bienveillants, ni justes, mais violents et injustes, puisque personne ne se souvient d'Ulysse parmi les gens d'Ithaque, sur lesquels il régna comme un père plein de douceur. Le voilà qui endure de cruelles souffrances dans l'île où la nymphe Calypso le retient. Il ne peut retourner dans sa patrie car il n'a ni compagnon, ni navire à rame pour le conduire sur le vaste dos de la mer. » Zeus, l'assembleur des nuées, lui répondit. « Mon enfant, quelle parole t'a échappé? Mais allons, décrétons le retour d'Ulysse. Poséidon oubliera sa colère car il ne pourra rien contre tous les immortels. » Il dit, puis se tournant vers Hermès, son cher fils, « Hermès, messager des dieux, va dire à la nymphe aux cheveux bouclés que nous avons décrété le retour d'Ulysse, qu'elle le laisse partir. Mais aucun mortel ne l'accompagnera. Seul sur un radeau et subissant de nouvelles douleurs, il atteindra au bout de 20 jours la fertile Chérie, terre des Phéaciens qui descendent des dieux. Ceux-ci l'honoreront comme un dieu et le ramèneront dans sa patrie. Ils le couvriront de plus de bronze, d'or et de vêtements qu'Ulysse n'en aurait rapporté de Troie, s'il était revenu sain et sauf avec sa part du butin. Son destin est de revoir ses amis, de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie. » Il dit, et le messager rapide éclair obéit. Le messager rapide éclair, c'est Hermès. Aussitôt, il attacha à ses pieds ses belles sandales d'or qui le portent sur la mer et sur la terre immense aussi vite que le vent.
Il prit sa baguette, qui ferme les yeux des hommes ou les réveille quand il le veut. Enfin il plongea du ciel, s'élança sur la mer, rasant comme une mouette les flots innombrables. Quand il arriva à l'île lointaine, quittant la mer violette, il passa sur la terre jusqu'à la vaste grotte que la nymphe aux cheveux bouclés habitait. Quand on parle de la nymphe aux cheveux bouclés, on parle de Calypso. Il la trouva devant un grand feu. L'odeur du cèdre et du thuya ardent parfumait toute l'île. La nymphe chantait d'une belle voix, tissant une toile avec une navette d'or. Une forêt verdoyante environnait la grotte. À l'entrée, poussait une jeune vigne dont les grappes mûrissaient. 4 sources d'eau claire arrosaient de molles prairies de violettes et de persil. Le messager rapide et clair s'arrêta et, ayant tout admiré, entra dans la vaste grotte. La divine Calypso le reconnut, car les dieux se reconnaissent toujours. Dans la grotte, Hermès ne vit pas Ulysse le généreux. Assis sur le rivage, le héros pleurait et déchirait son cœur de sanglots et de gémissements. Après l'avoir invité à s'asseoir sur un siège étincelant, la divine Calypso interrogea Hermès. « Pourquoi viens-tu, Hermès, à la baguette d'or, vénérable et chère? Je ne t'ai jamais vu ici. Dis ce que tu désires. Mon cœur m'ordonne de te satisfaire, si je le puis, si cela est possible. » Ayant dit ces mots, la déesse dressa une table couverte d'ambroisie et elle mêla le rouge nectar. Le messager but et mangea. Quand il eut achevé son repas et satisfait son cœur, il répondit. « Tu me demandes pourquoi je suis venu, déesse. Je te répondrai franchement. C'est Zeus qui me l'a ordonné. Il dit qu'un homme est chez toi, le plus malheureux de ceux qui ont combattu sous les murs de Troie. Tous ses compagnons ont péri, et lui, Ulysse, le vent et les flots l'ont jeté ici. Maintenant Zeus t'ordonne de le renvoyer, car son destin n'est pas de mourir loin de ses amis, mais de les revoir et de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie. » Il dit, et la divine Calypso frémit. Elle lui répondit ces paroles ailées. « Vous êtes injuste et jaloux, ô dieux. Vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les mortels qu'elles ont choisis pour mari. Ainsi, quand Déméter aux cheveux bouclés s'unit à Jason sur une terre 3 fois labourée, Zeus la prit et frappa le malheureux de sa foudre. Ainsi, vous me reprochez de garder près de moi un mortel que je sauvai après que Zeus eut foudroyé son navire rapide au milieu de la mer couleur de vin. Tous ses compagnons avaient péri, et lui, le vent et les flots l'avaient jeté ici. Je le recueillis, je le nourris, je lui promis de le rendre immortel, mais aucun dieu n'a le droit de résister aux ordres de Zeus qui porte l'égide. Puisqu'il veut qu'Ulysse erre à nouveau sur la mer stérile, soit. Mais je n'ai ni compagnon ni navire à rame pour le reconduire sur le vaste dos de la mer. Pourtant, je lui donnerai volontiers mes conseils. » Le messager rapide et clair lui répondit. « Renvoie-le dès maintenant si tu veux éviter la colère de Zeus. » Ayant ainsi parlé, le dieu rapide et clair s'envola. La vénérable nymphe, obéissant à Zeus, alla vers Ulysse le généreux. Il était assis sur le rivage et, les yeux baignés de larmes, pensait au retour. Il n'aimait plus la nymphe. La nuit, il dormait dans la grotte creuse, mais c'était de force et sans désir. Le jour, assis sur les rochers, il regardait la mer stérile et pleurait. L'illustre déesse s'approcha et dit « Malheureux, ne te lamente plus et ne consume point ta vie, je te renvoie. Va, fais un large radeau avec de grands arbres et qu'il te porte sur la mer brumeuse. J'y placerai du pain, de l'eau et du vin noir pour satisfaire ta faim. Je te donnerai des vêtements et je ferai souffler un bon vent afin que tu parviennes sain et sauf dans ta patrie, si du moins les dieux, maîtres du vaste ciel et plus puissants que moi, le veulent bien. » Le divin Ulysse frémit et il dit ces paroles ailées. « Tu as une autre pensée que celle de mon retour, déesse, puisque tu m'ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux de la mer, difficiles et effrayantes. Je ne partirai pas sur un radeau, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne prépares pas mon malheur et ma perte. » Il dit, et la déesse répondit. « Je jure par le plus terrible serment que puisse faire un dieu que je ne prépare ni ton malheur ni ta perte. Mon esprit est équitable. Dans ma poitrine, mon cœur n'est pas de fer mais de pitié. » Ayant ainsi parlé, l'illustre déesse le précéda et il allait sur ses traces.
Ils arrivèrent à la grotte creuse. Ulysse s'assit sur le siège que venait de quitter Hermès, et la nymphe plaça devant lui les choses dont les mortels se nourrissent. Elle s'assit à ses côtés, et ses servantes lui portèrent l'ambroisie et le nectar. Quand ils eurent assouvi la faim et la soif, le soleil se coucha et les ténèbres survinrent. Se retirant au fond de la grotte creuse, ils se livrèrent à l'amour, couchés ensemble. Alors du coup là, ce qu'on a eu, c'est que donc Zeus a ordonné à Hermès de venir voir Calypso pour lui dire qu'il était temps de laisser partir Ulysse, de le laisser rentrer chez lui, mais il n'a pas le droit d'avoir une aide quelconque, il n'a pas le droit d'avoir un vrai navire ou des compagnons pour pouvoir l'aider à traverser la mer. Et donc Calypso est bien obligé en fait de le laisser partir et en lui disant bah vas-y construis-toi un radeau et pars et pars. Donc Ulysse est plutôt content de pouvoir repartir chez lui. Quand parut l'aube aux doigts roses, Ulysse revêtit sa tunique et son manteau. La nymphe se couvrit d'une grande robe blanche, légère et gracieuse, mit autour de ses reins une belle ceinture d'or et, sur sa tête, un voile. Enfin, préparant le départ d'Ulysse le généreux, elle lui donna une grande hache de bronze à 2 tranchants, avec un beau manche d'olivier. Elle lui donna ensuite une dauloire aiguisée et le conduisit à l'extrémité de l'île où avaient poussé de grands arbres atteignant le ciel, des aunes, des peupliers, des pins dont le bois sec et mort flotterait mieux. Puis elle retourna chez elle. Une dauloire, c'est c'est une espèce de vieux couteau, enfin comme ça, qui permet en fait de couper des détails du bois et de faire donc des tout petits détails sur du bois qu'on coupe. Aussitôt, Ulysse coupa les arbres. Il fit rapidement. Il en abattit 20 qui les brancha. En maître, il les équarrit, les aligna au cordeau. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait les tarières. Il perça les poutres, les unit entre elles au moyen de chevilles et de cordes. Les dimensions que donne à la cale d'un navire de charge un excellent charpentier, Ulysse les donna à son radeau. Puis il éleva le pont à l'aide de poutrelles et de planches. Il planta le mât auquel il attacha l'antenne. Il fit le gouvernail. Pour protéger son bateau du choc des vagues, il l'entoura de claies de sol. Puis, enfin, il le lesta. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait de la toile pour faire la voile. Il la fit habilement et l'attacha à l'antenne. Puis, sur des rouleaux, il poussa le radeau à la mer. Le 4e jour, tout le travail était achevé. Le 5e, la divine Calypso le renvoya après l'avoir baigné et couvert de vêtements parfumés. Elle mit sur le radeau une outre de vin noir, une outre plus grande d'eau et, dans un sac, des vivres. Alors elle fit souffler un vent bon et doux. Le divin Ulysse, joyeux, déploya sa voile au bon vent. Il s'assit à la barre et gouverna en maître sans que le sommeil lui fermât les yeux. Il fixait les Pléiades, le Bouvier et, la seule à ne jamais plonger dans le fleuve de l'océan, l'ours qui tourne sur place en regardant Orion. Donc bien entendu, là on parle d'étoiles et de constellations. Il devait la laisser à gauche et naviguer au large, c'était l'ordre de Calypso. 17 jours, il fit route en haute mer. Le 18e apparurent les monts boisés du pays phéacien. Cette terre était proche, c'était comme un bouclier sur la mer sombre. Mais Poséidon, le puissant qui ébranle la terre, revenait. Du haut des montagnes, il aperçut Ulysse et sa colère éclata. Il amassa les nuées et souleva la mer. Saisissant son trident, il déchaîna tous les vents, couvrit de nuages la terre et la mer. La nuit se rua du haut du ciel. Le Ros, le Notos, le violent Zéphyr et le Borée, nés de l'azur, soufflèrent ensemble, soulevant de hautes lames. Tout ça, ce sont des vents. Ulysse sentit sa poitrine et ses genoux se briser. Il se lamenta dans son cœur généreux. « Malheureux que je suis! Que va-t-il m'arriver maintenant? De quels nuages Zeus couvre le ciel? La mer est soulevée, tous les vents sont déchaînés, voici ma mort, c'est sûr. Heureux les Danaïens, qui sont morts autrefois sous les murs de Troie. Ah!
Si j'avais trouvé la mort et mon destin le jour où les Troyens m'assaillaient de leurs lances près du cadavre d'Achille, j'aurais eu des funérailles glorieuses. Aujourd'hui, mon destin est de subir une mort obscure. » Il dit. Une haute lame, effrayante, s'abattit sur lui et renversa le radeau. Ulysse fut emporté, le gouvernail arraché de ses mains. La tempête horrible des vents confondus brisa le mât. L'antenne et la voile tombèrent à la mer. Ulysse resta longtemps sous l'eau. Ne pouvant ressortir, ses vêtements l'alourdissaient. Il reparut enfin, recrachant l'eau salée. L'écume ruisselait de sa tête. Mais il n'oublia pas le radeau. Nageant avec vigueur, il le ressaisit et s'y assit pour échapper à la mort. Alors, la fille de Cadmos, Ino au beau talon, aperçut Ulysse ballotté par les vagues et le vent. Elle le prit en pitié. Se posant sur le radeau, elle dit « Malheureux, pourquoi Poséidon qui ébranle la terre t'accable-t-il de tant de maux? Mais il ne te perdra pas. Fais ce que je vais te dire. Quitte tes vêtements, abandonne le radeau et nage de tes bras jusqu'à la terre des Phéaciens où tu dois être sauvé. Prends ce voile, étends-le sur ta poitrine. Il te protégera de la douleur et de la mort. Dès que tes mains toucheront le rivage, sans regarder, tu le rejetteras au loin de la mer couleur de vin. » La déesse, ayant ainsi parlé, lui donna le voile et replongea dans les vagues. Mais l'infortuné Ulysse se méfiait, il redoutait une ruse. Tandis qu'il hésitait, Poséidon qui ébranle la terre souleva une énorme lame, effrayante, lourde, haute, et il la précipita sur Ulysse. Comme le vent éparpille un monceau de paille sèche, ainsi la vague éparpilla les poutres du radeau. Ulysse enfourcha une poutre. Il ôta les vêtements que Calypso lui avait donnés, déploya contre sa poitrine le voile d'Ino, et, se jetant dans la mer, il étendit les bras pour nager. Le puissant qui ébranle la terre, Poséidon, le vit, et secouant la tête, il dit en son cœur « Va, souffre encore 1000 maux sur la mer, j'espère que tu ne riras plus de mes châtiments. » Il dit, et poussa ses chevaux aux belles crinières vers Égès, son palais sous-marin. Mais Athéna, fille de Zeus, avait d'autres pensées. Elle arrêta les vents, ne laissant souffler que Borée. 2 jours et 2 nuits, Ulysse erra par les flots sombres. Il vit souvent la mort en son cœur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, le vent retomba. Ulysse aperçut alors la terre toute proche. Il entendait gronder la mer contre les rochers. Les vagues se brisaient, effrayantes, sur la côte. Il n'y avait ni port ni abri pour les navires, rien que des écueils et des récifs. Il nagea, examinant la côte et cherchant une plage. Il arriva à l'embouchure d'un fleuve aux belles eaux et vit que l'endroit était bon, bien abrité et sans roches. Alors il supplia. « Entends-moi, ô roi, qui que tu sois. J'ai subi de nombreuses misères sur la mer. Prends pitié de moi. » Il dit. Quand il dit au roi, en fait, il parle au fleuve, pour que le fleuve l'accueille en son sein. Donc il dit, le fleuve arrêta son cours et calma ses eaux. Les genoux et les bras puissants d'Ulysse étaient rompus. La mer avait accablé son cœur. Tout son corps était gonflé. L'eau salée remplissait sa bouche et ses narines. À bout de souffle, sans voix, il était étendu, ivre de fatigue. Mais quand il eut respiré et retrouvé l'esprit, il ôta le voile donné par la déesse et le jeta dans le fleuve vers la mer où Ino le saisit de ses mains. Alors Ulysse sortit du fleuve. Il se coucha dans les joncs et il baisa la terre. Puis se relevant, il marcha vers un bois situé sur une hauteur. Il aperçut 2 oliviers entrelacés, l'un sauvage et l'autre greffé. Ils étaient à ce point emmêlés que ni la violence des vents humides, ni les rayons étincelants du soleil, ni la pluie ne traversaient leur feuillage. Ulysse pénétra dessous, il amassa un large lit de feuilles et, joyeux de voir le lit, s'y coucha en se couvrant des feuilles. Comme au fond de la campagne où l'on est sans voisin, on couvre un tison de cendre noire pour garder le germe du feu. Ainsi Ulysse était caché sous les feuilles. Athéna répandit le sommeil sur ses yeux et ferma ses paupières. Et donc c'est la fin du chapitre sur Calypso.
On va pouvoir continuer avec Nausicaa. Alors, je dis Nausicaa, on peut dire Nausicaa, mais voilà, c'est Nausicaa. Je sais pas pourquoi. Donc, Nausicaa et les Phéaciens. Début d'un nouveau chapitre, nous sommes page 28 du livre. Tandis que l'infortuné Ulysse, dompté par la fatigue et le sommeil, dormait, Athéna s'en allait chez les Phéaciens. C'est chez Alkinoos, leur roi, qu'elle se rendait, méditant le retour du généreux Ulysse. Elle entra dans la chambre somptueuse où dormait Nausicaa, la fille du généreux Alkinoos. Deux servantes, belles comme les grâces, veillaient de chaque côté du seuil. Comme un souffle de vent, la déesse s'approcha du lit de la Vierge et, penchée au-dessus de sa tête, elle lui dit ces mots. « Nausicaa, quelle négligence! Tu laisses tes robes sans soin alors que le mariage approche où tu devras passer les plus belles. Allons les laver dès le lever du jour. Je t'aiderai pour que tu aies fini au plus vite. Tu ne vas plus rester longtemps vierge, déjà les meilleurs Phéaciens te courtisent. Demande à ton illustre père qu'il fasse préparer les mulets et le char qui porteront les ceintures, les voiles et les draps. » Ayant ainsi parlé, Athéna aux yeux brillants retourna dans l'Olympe. Alors, petite pause, juste par rapport aux dieux. Les dieux, quand ils veulent faire passer des messages aux mortels, donc aux personnes qui vivent sur Terre, les humains, ils ont plusieurs façons de le faire. Alors parfois ils usent de métamorphose et du coup ils se transforment en animaux ou en vieilles personnes généralement ou autres pour parler directement. Mais souvent, très très souvent, en fait, ils vont venir pendant que les personnes dorment et en fait ils vont leur parler pendant leur sommeil et les gens vont avoir l'impression de rêver, mais quand ils vont se réveiller, en fait, ils vont vouloir absolument faire ce que les dieux leur ont demandé de faire. Donc voilà. Et là, c'est ce qu'Athéna est en train de faire. Donc elle parle à Nausicaa dans son sommeil en lui suggérant d'aller laver toutes ses robes avant un potentiel mariage. Aussitôt l'aube parut sur son trône d'or, réveillant Nausicaa au beau voile. Étonnée de son rêve, la princesse se hâta d'aller prévenir ses parents. Sa mère, assise près du feu avec ses servantes, filait la laine teinte de pourpre marine. Mais elle croisa son père qui sortait pour aller au conseil. Elle lui dit « Cher papa, ne veux-tu pas me faire préparer un char haut sur roue afin que j'aille au fleuve laver notre linge sali? Il te faut de beaux vêtements, toi qui sièges au conseil parmi les meilleurs. Et tu as 5 fils au palais. 2 sont mariés et 3 sont encore garçons. Ceux-là veulent aller aux danses vêtus de vêtements propres et frais. C'est à moi que revient ce travail. » Elle aurait rougi de parler des noces à son père, mais il l'a compris et répondit « Je ne te refuse, mon enfant, ni les mulets, ni rien. Va, mes serviteurs vont te préparer le char haut sur roue et y mettre le caisson. » Il donna ses ordres aux serviteurs qui obéirent. Nausicaa apporta les beaux vêtements. Sa mère mit des vivres et des douceurs dans une corbeille et versa du vin dans une outre en peau de chèvre. La Vierge monta sur le char et sa mère lui donna, dans une fiole d'or, une huile liquide pour qu'elle s'en parfumât après le bain avec ses femmes. Nausicaa saisit le fouet et les belles reines. Elle fouetta les mulets qui s'élancèrent à grand bruit. Quand Nausicaa et ses femmes furent parvenues au cours limpide du fleuve où se trouvaient les lavoirs pleins toute l'année, elles détachèrent les mulets et les emmenèrent brouter l'herbe douce près du fleuve tourbillonnant. Elles prirent le linge à pleines mains dans le char, le plongèrent dans l'eau profonde et, rivalisant de vitesse, le foulèrent dans les bassins. Quand il fut lavé, purifié, elles l'étendirent sur les galets du rivage. Alors elles se baignèrent, se parfumèrent d'huile luisante, prirent le repas sur le bord du fleuve tandis que les vêtements séchaient aux rayons du soleil. Quand maîtresse et servante eurent mangé, elles dénouèrent leurs voiles et jouèrent à la balle. Nausicaa au bras blanc menait le jeu, brillant entre ses femmes telle Artémis au milieu des nymphes. Enfin il fallut rentrer au palais. Mais Athéna aux yeux brillants eut d'autres pensées. Elle voulait qu'Ulysse se réveillât, qu'il vît la Vierge aux beaux yeux et qu'elle le conduisît à la ville des Phéaciens. La reine lança la balle à l'une des servantes, mais la balle s'égara et tomba dans le fleuve profond. Les jeunes filles poussèrent de hauts cris et le divin Ulysse s'éveilla. S'asseyant, il délibéra dans son esprit et son cœur. Hélas, sur quelle terre, chez quels hommes suis-je venu?
chez des gens violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux. J'ai entendu un cri de jeune fille. Est-ce voix de nymphe ou voix humaine? Je verrai. Ayant ainsi parlé, le divin Ulysse sortit des broussailles. De sa main vigoureuse, il arracha un rameau feuillu pour cacher sa virilité et, tout nu qu'il était, parut au milieu des jeunes filles aux cheveux bouclés. La nécessité l'y obligeait. Il parut, horrible, souillé par l'écume, et elles s'enfuirent çà et là. Seule la fille d'Alkynos resta. Athéna lui mettait cette audace au cœur et chassait la crainte de ses membres. Audace, c'est courage. Elle restait donc seule, en face d'Ulysse qui lui adressa ce discours habile et doux. Je te supplie, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Si tu es déesse chez les dieux qui habitent le large ciel, par la beauté, l'allure et la grâce, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus. Mais si tu es mortelle, habitant sur la terre, 3 fois heureux ton père et ta vénérable mère, 3 fois heureux tes frères, mais plus encore celui qui, t'ayant comblé de cadeaux, t'emmènera dans sa maison. Jamais je n'ai vu de mortel, homme ou femme, aussi beau. Je suis saisie d'admiration. Un jour, à Délos, devant l'autel d'Apollon, j'ai vu semblable beauté, un jeune palmier. Je restai longtemps stupéfait dans mon cœur, car jamais un tel n'était sorti de terre. Ainsi je t'admire, ô femme, et je suis stupéfait. Je tremble de saisir tes genoux. Ma douleur est grande. Hier, après 20 jours, j'échappais à la mer couleur de vin. Ô reine, prends pitié de moi. Après tant de misère, c'est vers toi la première que je suis venue. Je ne connais aucun des habitants de cette ville et de cette terre. Montre-moi la ville. Donne-moi quelques lambeaux pour me couvrir. Et que les dieux t'accordent ce que tu désires. Un mari, une famille et une heureuse concorde. Nausicaa au bras blanc lui répondit. Étranger, puisque tu es venu vers notre terre et notre ville, tu ne manqueras ni de vêtements ni d'aucune autre des choses qu'il convient d'accorder aux malheureux suppliants. Je te montrerai la ville, et je te dirai le nom de mon peuple. Les Phéaciens habitent cette ville et cette terre, et moi, je suis la fille du généreux Alkynos, qui est le premier par la puissance envers les Phéaciens. Premier par la puissance envers les Phéaciens égale le roi. Elle dit et commanda à ses servantes. Revenez, servantes, où fuyez-vous pour avoir vu un homme? Croyez-vous que ce soit un ennemi? Personne ne peut porter la guerre sur la terre des Phéaciens. Nous sommes très chers aux immortels. Nous habitons à l'écart sur la mer houleuse, et nous n'avons aucun commerce avec les autres hommes. Ce n'est qu'un pauvre naufragé. Il nous faut le secourir, car les étrangers et les mendiants sont envoyés de Zeus. Allez, donnez-lui une tunique et un manteau, et lavez-le dans le fleuve à l'abri du vent. Elle dit, et les servantes conduisirent Ulysse à l'abri du vent. Elles placèrent à ses côtés une tunique et un manteau. Elles lui donnèrent la fiole d'or pleine d'huile liquide et l'invitèrent à se laver dans le courant du fleuve. Le divin Ulysse lava dans le fleuve l'écume salée qui couvrait son dos, ses flancs et ses épaules. Il purifia sa tête des souillures de la mer stérile. Il se parfuma d'huile et se couvrit des vêtements que la Vierge lui avait donnés. Athéna, fille de Zeus, le fit paraître plus grand et déroula sa chevelure bouclée comme les fleurs de jacinthe. Il s'assit à l'écart, sur le rivage de la mer, éblouissant de beauté et de grâce. La Vierge admirative dit à ses servantes aux cheveux bouclés. Ah! Si un tel homme pouvait devenir mon mari, s'il habitait ici et qu'il eût plus de rester. Mais vous, servantes, offrez-lui à boire et à manger. Elle dit, et les servantes obéirent. Elles offrirent à Ulysse à boire et à manger. Et le divin Ulysse but et mangea avec voracité. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pris de nourriture. Mais Nausicaa au bras blanc déposa le linge plié dans le char. Elle y monta, après avoir attelé les mulets aux sabots massifs, et, exhortant Ulysse, lui dit « Lève-toi, étranger, allons à la ville, que je te conduise à la demeure de mon sage père. Voici ce qu'il faut faire. Tu ne sembles pas manquer de sagesse. Aussi longtemps que nous irons à travers champs et cultures, marche rapidement avec les servantes derrière les mulets et le char. Je montrerai le chemin. Mais lorsque nous serons arrivés en vue de la ville, cesse de nous suivre. Tu la verras, entourée de hauts murs avec ses 2 ports, un de chaque côté, et le beau temple de Poséidon sur l'agora pavée de grandes pierres taillées. C'est là qu'on s'occupe des agrès des noirs vaisseaux, cordages, voiles et rames qu'on polit. Car les arcs et les carquois n'intéressent pas les Phéaciens,
mais uniquement les mâts, les rames et les navires bien équilibrés sur lesquels ils traversent, joyeux, la mer grise d'écume. Évite leurs paroles sans douceur, de peur que l'un d'eux ne me blâme. Ils sont très insolents. Ils pourraient médire en me voyant en ta compagnie. Écoute-moi donc, étranger, si tu veux obtenir de mon père ton retour. Nous trouverons près du chemin un beau bois de peuplier consacré à Athéna. Il faudra t'y arrêter le temps que nous soyons arrivés à la demeure de mon père. Dès que tu penseras que nous sommes parvenus, marche vers la ville des Phéaciens et cherche la demeure de mon père, le généreux Alkinos. Quand tu seras entré dans la cour, traverse vite la grande salle où va ma mère. Assise à la lumière du feu, adossée à une colonne et entourée de ses servantes, elle file une laine pourprée. À côté d'elle est le trône de mon père, où il est assis, buvant du vin à petits coups, comme un immortel. Passe devant lui et embrasse les genoux de ma mère, si tu veux voir le jour du retour. Elle dit, et fouetta les mulets qui quittèrent les bords du fleuve. Le soleil se coucha et ils parvinrent au bois sacré d'Athéna où le divin Ulysse s'arrêta. Aussitôt, il supplia la fille du grand Zeus. « Entends-moi, fille de Zeus qui porte l'égide. Accorde-moi d'être le bienvenu chez les Phéaciens et qu'ils aient pitié de moi. » Il dit en suppliant, et Athéna l'entendit. Donc, là, on a la fin de l'histoire, et donc on a un petit résumé de ce qui va se passer juste après. Quand Ulysse jugea que Nausicaa était arrivée au palais, il se mit en chemin. La déesse Athéna le protégeait encore. Elle l'avait enveloppé d'un brouillard magique qui le rendait invisible, mais il n'en savait rien. Bientôt, Ulysse entra dans la ville des Phéaciens. Il s'arrêta au seuil de la demeure royale. C'étaient portes d'or, parois de bronze, statues d'argent, d'or. Au-delà de la cour, on voyait un jardin dont les arbres, poiriers, pommiers, figuiers, oliviers, vignes, portaient des fruits toute l'année, été comme hiver. Alors, juste cette description-là montre bien que du coup les Phéaciens sont un peuple qui sont protégés par les dieux et dont en fait la ville et surtout du coup le palais royal est béni en fait. Il y a une certaine bénédiction dessus. Quand il eut tout admiré dans son cœur, Ulysse entra, traversa le palais et, allant tout droit vers la reine arrêtée, il embrassa ses genoux. Aussitôt le brouillard se dissipa, à la grande stupeur de tous. Je rappelle qu'il était invisible avant. Ulysse n'eut pas à supplier longtemps la reine pour obtenir d'elle et du roi, Alkinos, l'hospitalité. Le roi promit au suppliant de le ramener chez lui dès le lendemain. Nos navires, lui dit-il, sont rapides comme l'aile ou la pensée. Le lendemain, Alkinos fit donner une grande fête en l'honneur de son hôte. Les jeux succédèrent au festin de midi. Autour de l'agora, la foule se pressait pour assister au concours de course, de lutte, de saut, de lancer du disque, aux danses aussi. Puis ce fut l'heure du repas du soir. Alkinos y invita les 12 seigneurs de Phéacie en leur demandant d'apporter pour son hôte des dons d'hospitalité, or et vêtements. Ah, excusez-moi, je reviens dans 2 secondes. Oui, donc on a les 12 seigneurs de Phéacie qui ont apporté à Ulysse de l'or et des vêtements. Du coup, super cool. De retour au palais, quand il eut reçu le bain des servantes d'Arrêtée, Arrêtée, je vous rappelle, c'est la reine du coup, elle s'appelle Arrêtée. Ulysse vint s'asseoir à côté du roi. On mangea, on but le vin doux et le vieil Aède aveugle chanta l'histoire du cheval de Troie. Un Aède, c'est une personne qui est un poète itinérant en fait, qui vient se poser dans les différents palais, les différentes grandes maisons de seigneurs pour en fait leur raconter des histoires et généralement c'est sous forme de chants. Puisque toutes les histoires étaient sous forme de chants à cette époque-là. Donc il leur raconte l'histoire du cheval de Troie, mais Ulysse ne put retenir ses larmes. Alkinos interrompit alors l'Aède et pria l'étranger de révéler son identité. « Dis-moi aussi quelles sont ta terre natale, ton peuple et ta cité, afin que nos navires t'y conduisent. Ils n'ont pas de pilote ni de gouvernail comme les autres navires. Ils devinent les pensées des hommes et connaissent les cités, les champs fertiles du monde entier. Ils traversent rapidement l'abîme de la mer,
enveloppé de brume, sans jamais craindre d'avarie ni de naufrage. Allons, parle, et dis-nous dans quel lieu tu as erré, les pays, les villes bien peuplées, les hommes violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux, que tu as vus. Dis-nous pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Danaens et des Troyens. Et c'est là que Ulysse va commencer son histoire. Et on lira ça la prochaine fois, puisque après on commencera avec le Cyclope. Alors ce qui est intéressant de cette version, et ce qui peut du coup la rendre un peu compliquée à lire, c'est que les événements ne sont pas décrits dans l'ordre chronologique. Donc si vous avez bien compris, en fait, là du coup, on a eu toute une partie, donc la fin de son séjour chez Calypso, plus son voyage jusqu'aux Phéaciens. Et en fait, maintenant, il va repartir du début de son histoire, enfin presque, parce que c'est pas l'Iliade, c'est l'Odyssée, donc on va pas trop entendre parler de la guerre de Troie. Mais par contre, en fait, on va commencer l'histoire au moment où Ulysse il va partir de Troie et donc tout son voyage à partir de là en fait. Il y a mon chat. Voilà. Donc j'espère que ce petit moment de lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à modifier, si il faut que je parle plus fort ou moins fort. Voilà, désolée, j'ai un peu bégayé parfois. Voilà, c'est normal, hein, la lecture c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous. Buvez du thé, des infusions ou de la grenadine. Amusez-vous bien et à plus tard!